Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce décryptage, le tout premier numéro de cette semaine sur Prime News Télévision. Deux sujets au menu de nos échanges. On parlera de cette visite du bâtonnier Jacques Miga au niveau de la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Il est allé échanger et présenter ses civilités au nouveau président de l'institution de régulation, ainsi qu'ils ont discuté des questions touchant aux professionnels des médias. Une seule question, on se demande pourquoi tout le monde aujourd'hui voudrait spontanément se préoccuper des professionnels des médias. Deuxième sujet à l'ordre du jour, aujourd'hui ça fait 9 ans qu'a disparu le général Mathieu Kérékou, qui fut un ancien président de la République du Bénin, de l'époque révolutionnaire à celle démocratique. On en parlera, tout ceci avec un confrère de TVC Bénin. Cher ami, bonjour. Bonjour Stanislas Samoa. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes Pedro Mensangbewa. Vous êtes journaliste à TVC Bénin. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Je vous ai bousculé un peu. C'est pour la bonne cause. Merci pour la disponibilité aussi. Merci. Alors, on commence par le premier sujet. Justement, Maître Jacques Miga, qui est par ailleurs responsable du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, bien évidemment, qui était dans les locaux de la HAC. Est-ce que vous avez suivi un peu cette visite? Qu'est-ce que cela vous inspire? D'abord, j'aimerais dire que j'ai bien aimé votre question dans l'introduction, la question que vous avez posée concernant cette actualité. Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui amène les autorités politico-administratives de notre pays à s'intéresser du coup à la situation des journalistes? C'est devenu presque un refrain, pardon. Tout le monde parle de nos conditions de vie, d'abord au Parlement, dans l'exécutif, et aussi aujourd'hui maintenant on parle de Jacques Miga, le tout nouveau président de du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, qui au détour de cette rencontre avec le président de la HAC s'est intéressé à nos conditions de vie et de travail. Donc il est important de se demander pourquoi est-ce que du coup on s'intéresse à nous. C'est ça. Moi, j'ai pour Est-ce que vous avez une réponse? J'ai pour habitude de dire que c'est une manière de nous endormir. C'est une manière de nous endormir. Nous sommes déjà à la fin d'un régime, le régime de Patrice Talon. Et pendant tout ce régime, nous savons, dans les rédactions, nous nous plaignons de nos conditions de vie, les entreprises de presse qui ne vivent pas vraiment comme il le faut. Et ça a été toujours évoqué. Certainement qu'ils ont compris que s'ils ne s'intéressaient pas à nous, donc les choses n'iront pas en leur faveur. En leur faveur, lors des échéances à venir. Donc du coup, il faut tout faire pour montrer qu'on s'intéresse à nous, que notre vie les préoccupe. Donc pour moi, c'est juste pour nous endormir. Il faut faire très attention. Ces promesses, moi, personnellement, je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas, d'accord. Mais il y a que, justement, dans ce qui nous est rapporté par les différents confrères, on dit ceci, à l'occasion, Maître Jacques Miga a principalement exprimé des inquiétudes sur la précarité qui prévaut aujourd'hui dans le secteur des médias. Et ces conditions ainsi décrites peuvent compromettre l'intégrité des journalistes et inciter à des pratiques déviantes avec la corruption comme principal enjeu. Et quelque part, certains de nos confrères ont fait le lien entre sa prévention contre la corruption et la précarité dans le secteur des médias, parce que la précarité nous expose aussi à certains actes. Voilà. Oui, là, il a peut-être raison, vu l'institution qu'il préside aujourd'hui, qui s'occupe de la lutte contre la corruption et autres. Et dans notre milieu, bon, il y a différentes formes de corruption. Certaines personnes, pour que le journaliste fasse son travail de sorte à ce que ça aille dans son intérêt, trouvent les moyens quand même j'ai envie de dire, c'est pas, de l'endormir, vous permettez l'expression. Donc, peut-être que si nos conditions de vie étaient vraiment meilleures, améliorées, sont vraiment arrangées de sorte à ce que nous soyons à l'abri de ces personnes qui achètent notre conscience. Voilà, je disais qu'il a donc raison de s'intéresser à cet aspect de la question. Mais comment s'y prendre véritablement? J'aurais voulu quand même qu'il
évoque les vrais problèmes qui concourent donc à des actes de corruption dans notre secteur. Oui, mais quand il parle de la précarité, par exemple, ça c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que les professionnels des médias ne vivent pas bien au Bénin. Oui. Bon, peut-être que je dis ça maintenant, ça peut nous valoir ce que ça va nous valoir, mais c'est une réalité. Et donc, Stanislas à moi, je pense que sur cette question, nous avons entretenu trop de tabous autour. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire à la face du monde. Les journalistes béninois vivent mal, très mal. Pendant longtemps, on a gardé ça pour nous, on n'en discute que dans nos rédactions, mais il est important de le dire à la face du monde. Nous avons pour habitude de porter la voix des autres. Mais nous-mêmes, c'est pas comme si nous sommes à l'abri du besoin, c'est pas comme si chez nous, dans nos rédactions, tout est rose. Et nous ne parlons pas que de nous-mêmes, mais de nos employeurs également. Nous vivons dans des entreprises de presse qui vivent très mal. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas à avoir de pudeur autour de la question, je pense. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que ça s'améliore? Parce que depuis des années, nous, on a grandi en voyant certains de nos aînés, mais franchement, quand vous voyez leur vie, vous ne les enviez pas parce que leurs conditions, ça laisse à désirer. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ça marche? Parce que les compétences, ça ne manque pas non plus. On a quand même des jeunes valeureux qui sortent des écoles, qui ont de très bonnes formations, mais l'accompagnement qu'il faut, le traitement ne suit pas. Ce que je vais dire, certains diront peut-être que je me fais porte-parole des promoteurs des entreprises de presse, mais je l'accepte, j'endosse quand même cette étiquette-là. Il faut que nos entreprises de presse soient vraiment autonomes. Tout part de là. Je pense que si les entreprises de presse ont les ressources financières notamment qu'il faut, ils seront quand même bien entretenus, ils prendront soin de leur personnel. Et du coup, eux aussi feront très bien le travail. Ils seront donc à l'abri de tous les actes de corruption qui peuvent entourer l'exercice de ce métier. Donc, je pense que tout part de là. Il faudrait que nos entreprises de presse soient autonomes. Aujourd'hui, le financement de la presse, vraiment, il y a un flou autour. Chaque promoteur, chaque entreprise de presse se débrouille comme il le faut, c'est des contrats avec le gouvernement. La publicité n'est pas régularisée au Bénin. Nous savons qu'il y a un cadre législatif, réglementaire dans le secteur, mais cela n'est pas appliqué. Donc, si tout cela est appliqué, je pense que les promoteurs d'entreprises, eux, leur défi sera donc d'appliquer le code du travail et aussi il y a un test qui encadre bien sûr les travailleurs du secteur de la presse. On parle de la convention collective. La convention collective, merci beaucoup. Donc, ils seront donc obligés d'appliquer cela et nos conditions de vie seront donc améliorées. Voilà, donc c'est pas la peine de nous faire des promesses, que des députés à l'Assemblée nationale prennent la parole, que des membres du gouvernement prennent la parole sur la question. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup reposent leur espoir sur le fait que nous avons un homme des médias qui est à la tête de la HAC. Du coup, la magie va s'opérer. Je ne pense pas. Ce n'est pas un magicien, Edouard Loco? Je ne pense pas qu'il soit un magicien, il fera son travail et je pense qu'il a déjà donné les grandes lignes de son règne à la tête. Il veut ramener l'église au centre du village, je crois, c'est une expression comme ça. Cette expression, beaucoup ont déjà commencé à savoir ce qu'il met dedans. Les jours à venir, nous serons mieux situés. Mais je ne pense pas que c'est pour opérer le miracle que nous espérons. Je ne pense pas. D'accord. Maître Jacques Migan a aussi, au cours de cette visite, insisté sur le fait que la dignité des professionnels des médias est essentielle dans la lutte contre la corruption. Il a averti que sans des conditions de travail adéquates, l'éthique est susceptible de se dégrader, ouvrant la voie à des comportements répréhensibles. Alors, on peut s'imaginer qu'à travers ces mots-là, indirectement, il fait la passe aux promoteurs des médias. Parce que ce n'est pas à nous, professionnels des médias, de s'occuper de nous-mêmes. Nous, on travaille. Il faut que les promoteurs, en échange, s'occupent de nos conditions de vie et de travail aussi. Ça va me ramener à ce que je disais tantôt par rapport à ce que les promoteurs des entreprises de presse doivent faire. Je pense que ces promoteurs, ces employeurs sont conscients de tout cela.
peut-être d'autres diront qu'il sort des arguments pour nous calmer dans les différentes entreprises, mais je pense qu'au fond, ils ont l'envie de nous voir épanouis, de vivre dignement. Pourquoi ils ne le font pas? Ils ne le font pas parce qu'eux aussi ils ont des difficultés quelque part. Ils ne nous exposent pas toutes ces difficultés, mais je pense que c'est le véritable problème en fait. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai qu'au niveau des médias en général, il y a quand même qu'on se plaint de nos conditions et tout ça. Est-ce que quelque part, le nombre de décès enregistrés, le très fort taux de décès enregistrés dans nos rangs au long de cette année et tout ça, n'a peut-être pas aussi suscité la pitié chez certains qui estiment que, bon, voilà, est-ce qu'il n'est pas temps de voir un peu de ce côté-là pour améliorer nos conditions de travail aussi? Bon, la pitié, d'abord, il faut chercher à savoir est-ce qu'il y a un lien entre ces décès et nos conditions de vie. Ça, chacun a son avis sur la question. Ouais. Moi, je ne pense pas que... Ça n'a pas de lien direct selon vous. Ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de lien. C'est vrai que nous sommes des hommes des médias et les décès dans notre rang sont systématiquement médiatisés. Tout à fait. Dans d'autres secteurs également, il y a des décès. Mais bon... Mais on estime que nous, quand on tombe malade, on n'arrive pas à avoir les moyens pour nous soigner et tout. Donc, et plusieurs de ceux qui sont partis, malheureusement, n'avaient pas eu les moyens nécessaires pour se faire soigner. Ça, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans le lot, il y a des gens qui, du fait de leur situation financière difficile, n'ont pas pu prendre soin d'eux comme il le faut. Et du coup, donc, cela a précipité leur départ. Mais dit que c'est... Il n'y a pas de lien selon vous. Il n'y a pas de lien selon moi. D'accord. Un mot rapidement sur l'aide de l'État à la presse privée. Ça avait été suspendu entre-temps. Édouard Locaux, le nouveau président de l'ARAC, quand il est arrivé, il a dit que peut-être que si nous nous comportons bien, voilà, l'État pourrait relancer ça. Que c'est peut-être à cause de nos différents comportements que cela avait été suspendu. Et je me demande qu'est-ce que... Édouard Locaux, d'abord, la personne nous reproche. Maintenant, qu'est-ce que le nouveau président de la RAC nous reproche quand il parle de si on se comporte bien? Il faudrait bien qu'il soit clair là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous reproche? Il parle de la gestion de ces fonds. Par le passé, ça n'avait pas été bien géré par certains promoteurs. C'est des fonds de l'État, à l'État donc de mettre en place un contrôle. C'est pas si c'est de l'audit dans les organes qui bénéficient donc de cette aide-là. Tout simplement, si c'est que ces fonds ont été mal gérés par le passé, c'est qu'il n'y a pas eu le suivi qu'il faut, tout simplement. Donc, c'est pas le moment de faire un procès aux médias. Mais plutôt, c'est ceux qui mettent ces fonds à la disposition des médias qui doivent donc se remettre en cause. Donc, si il faut relancer cette aide-là, s'il faut donc mobiliser ces fonds-là au profit des médias aujourd'hui, c'est qu'il faut en même temps mettre un mécanisme de contrôle au tout pour qu'on ne nous dise pas dans 5 ans, dans 10 ans qu'on stoppe tout parce que vous êtes mal comporté. D'accord. Alors, celui-là qui, globalement, dans sa vie, se sera bien comporté, c'est le général Mathieu Kérékou, dont on se souvient ce 14 octobre, 9 ans déjà qu'il est parti. Le caméléon, comme il était surnommé, aura vécu utile parce qu'il aura quand même marqué son époque politique en bravant toutes les étapes de la vie socio-politique de notre pays. Déjà en 1972, il est arrivé au pouvoir via un coup d'État militaire à l'époque. Et puis après, il a eu d'autres mandats. Globalement, une trentaine d'années à la tête de notre pays. Aujourd'hui, on se souvient de l'homme. Pedro, que retenez-vous de cette figure emblématique de l'histoire politique du Bénin? Je retiens essentiellement que c'est un président qui a été vraiment un président et qui a conduit, je dirais, le Bénin sur les rails de la démocratie. Ces rails qui aujourd'hui permettent de conduire donc la locomotive de la démocratie et du développement, du chemin du développement sur lequel nous sommes actuellement. Je pense que au Bénin, en Afrique et dans le monde, les gens sont unanimes sur l'héritage laissé par le feu général Mathieu Kérékou. Il y a aussi oui, allez-y. Et je pense personnellement, fondamentalement, que c'est la façon dont il a pu gérer le pays lorsqu'il a pris les règnes sous le renouveau démocratique
démocratique, qu'un ancien révolutionnaire revienne au pouvoir et gère de façon démocratique. Je pense que c'est ça qui a beaucoup plus marqué les esprits. D'autres diront peut-être qu'il a fait preuve de compromission en acceptant la tenue, les assises de la conférence nationale des forces vives. Mais je pense personnellement que ça a été ce qui a beaucoup plus marqué d'un saut particulier la gestion du général Mathieu Kérékou, c'est sa gestion après l'avènement de la démocratie. De la démocratie. Voilà. D'accord. C'est vrai que déjà en 1990, vous l'évoquiez tantôt, il y a eu cette conférence des forces vives de la nation qui a été justement un modèle en Afrique, puisque c'était la toute première conférence qui a regroupé tous les corps constitués, les confessions religieuses, la société civile, tout ce qui avait quand même comme représentation. Et Mathieu Kérékou a accepté, vu l'élan que prenaient les choses, pour qu'on aille à cette conférence. Et juste après, on a senti quand même qu'il y a eu l'avènement de la démocratie, la période démocratique, avec des élections qui étaient organisées périodiquement. Et beaucoup estiment quand même qu'il a été le père initiateur des conférences en Afrique, puisque beaucoup de pays nous ont emboîté les pas par la suite. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est un fait. C'est pas que on dit cela pour se vanter, non. Voilà. Le feu général Mathieu Kérékou a montré l'exemple. Le Bénin, on va dire de façon générale que le Bénin a montré l'exemple. Mais à travers l'acte qu'a posé le feu général Mathieu Kérékou, en acceptant, bien sûr, je le disais tantôt, la tenue de ces assises qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir les bases de la démocratie, la constitution sur laquelle le Bénin fonctionne aujourd'hui. Donc, il a indiqué le chemin aux autres pays. Et je pourrais aussi dire, sur le plan politique, depuis donc l'avènement de la démocratie au Bénin, il a aussi indiqué la voie à ses successeurs, j'ai envie de dire. Beaucoup le prennent pour référence. Dans les débats politiques, lorsqu'il y a des tensions, pour inviter les uns les autres à une prise de conscience, on le prend comme référence. On invite les uns les autres à aller à son école. Donc je pense que c'est un héritage à préserver. Donc c'est aussi un défi à relever pour les présidents, le président actuel, les présidents à venir et tout le reste. C'est ça. Voilà. Alors, on sait que Mathieu Kérékou, ce n'est pas le temps d'une émission qui évoquera sa mémoire, tellement elle est grande. C'est un baobab. Exactement. On retiendra notamment des actes forts pour l'immortaliser. Boni Yahi était au pouvoir quand il décédait et son nom ne vous aura pas échappé, a été collé au stade de l'amitié, est devenu stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. C'est l'un des emblèmes via lesquels on a pu l'immortaliser. À d'autres endroits dans le Nord, j'ai appris aussi que certains ont baptisé certains endroits par son nom. Donc, il demeure le général Mathieu Kérékou et il faut être fier aujourd'hui d'appartenir à cette lignée qui lui succède. En ce qui concerne cet aspect dont vous parlez, je pourrais dire qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, ça c'est mon opinion sur la question, le lieu qui porte dignement le nom de feu général Mathieu Kérékou, c'est le lycée des jeunes filles de Nati Dangou. Oui. Et le stade, non, je ne pense pas que le stade portera dignement le nom de feu général Mathieu Kérékou lorsqu'on aura un vrai stade, un beau stade. Je vous apprendrai et c'est pourquoi vous souriez. Il faut vraiment qu'on ait un stade digne du nom, un stade qui mérite de porter le nom de feu général Mathieu Kérékou. À la date d'aujourd'hui, je pense que on appelle ce stade l'ancien stade de l'amitié pour nous, stade général Mathieu Kérékou, mais je pense qu'il faut encore travailler à reconstruire ce stade pour qu'il porte vraiment le nom de cet ancien président que nous saluons tous, dont nous saluons tous la mémoire. Et je vais même profiter de l'occasion, j'ai l'habitude de dire, au niveau de ce stade, il y a une galerie commerciale qui est en construction. Pourquoi ne pas transformer carrément le lieu en un grand centre commercial et construire un autre stade pour le Bénin, ailleurs qui portera
toujours selon le nom, Général Mathieu Kérékou. Je le dis ainsi, je m'en arrête là. C'est une idée que vous jetez comme ça. Alors pour rappel, hein, pour mémoire, il faut dire que après 1972, il y a eu l'ère du renouveau démocratique. Mathieu Kérékou avait été battu lors de la présidentielle de 91. Il revient en force en 96 où il a remporté à nouveau la présidentielle, confirmant ainsi son surnom de caméléon. En 2006, à la fin de son mandat constitutionnel, Mathieu Kérékou va se retirer définitivement de la scène politique béninoise et s'éteindra plusieurs années plus tard. Nous étions le 14 octobre 2015. Voilà ce qu'on pouvait dire du général Mathieu Kérékou. C'est un vrai caméléon. Exactement, c'est un vrai caméléon. Il faut s'adapter à chaque situation. À chaque situation, il a su le faire. Il porte bien cet emblème-là qu'il a lui-même choisi. Son surnom. Pedro, merci beaucoup. Merci, Stanislas, à moi, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Pedro Mensang-Bewa, vous êtes journaliste à TVC Bénin. Avec vous, on a passé en revue ces deux sujets-là. La visite de Maître Jacques Mingan au niveau de la HAC, il a visité les locaux, il a échangé ses civilités avec le président Édouard Locaux et puis on a parlé du deuxième sujet, souvenir bien sûr du 9e anniversaire de décès du général Mathieu Kérékou qui fut président de la République du Bénin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, au plaisir de se retrouver très bientôt.